À mon anniversaire, ma sœur a fait teinter son verre et a dit « Buvons à la plus grande perdante de cette famille ». Tout le monde a éclaté de rire. J'ai levé mon verre et j'ai dit « Et à celles qui viennent de perdre leur compte de streaming, de course et d'essence ». Un silence s'est fait à table, et ma sœur a laissé tomber son verre. Mon anniversaire était déjà gâché au moment où la sonnette a retenti. C'était censé être un dîner tranquille, un petit rassemblement avec quelques cousins, quelques proches, rien d'extravagant. J'avais passé 2 jours à cuisiner, et une semaine entière à faire en sorte que mon appartement ressemble à quelque chose dont on puisse être fier. J'avais même acheté un nouveau tapis, le genre sur lequel Lorraine marcherait habituellement en talons, en plaisantant sur son allure très chic au rabais. Elles sont arrivées avec 30 minutes de retard, bien sûr. Lorraine est entrée la première, portant des lunettes de soleil alors qu'il faisait presque nuit. Elle est entrée comme si elle était filmée, a jeté son sac de créateur sur le comptoir de ma cuisine, et a commencé à ouvrir les placards comme si c'était chez elle. Mes parents ont suivi. Ma mère m'a dit bonjour tout en balayant la pièce du regard et en chuchotant quelque chose à mon père, qui s'est immédiatement dirigé vers le frigo et s'est servi de la dernière bouteille de vin que j'avais gardée pour le dîner. J'ai su à ce moment-là que cette soirée n'allait pas être à propos de moi. Elle ne l'avait jamais été. Au dîner, tout le monde jouait son rôle habituel. Ma mère, dans le rôle de la matriarche qui souffre en silence et ne comprend pas pourquoi je ne me suis pas encore installé. Mon père, faisant des blagues sur le fait que je n'ai toujours pas compris comment gagner de l'argent réel. Ma sœur, passant d'une personne à l'autre comme une mondaine, parlant de sa nouvelle routine de soins de la peau et de l'importance de ne pas laisser le capitalisme gâcher son ambiance. Mon cousin Ethan lui a demandé comment elle parvenait à s'offrir autant de soins personnels. Lorraine a souri et a dit « C'est incroyable ce qui arrive quand on lâche prise et qu'on laisse l'univers payer les factures. » Personne n'a rien dit. Personne n'en avait besoin. Tout le monde savait d'où venait son argent, de moi. Ça a commencé doucement. Un Uber par-ci, une facture de carte de crédit par-là. Puis, c'est devenu le loyer complet, les courses, son forfait téléphonique, son Spotify, son essence. Une fois, elle m'a appelé son sponsor d'abondance, comme si c'était une blague. J'ai ri. Puis j'ai pleuré plus tard, en pensant au fait qu'elle n'avait pas de travail, aucune intention d'en chercher un, et qu'elle était pourtant traitée comme une reine chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Et moi? J'étais celle qui peinait à payer le loyer, jonglant avec des projets en freelance et un travail à temps partiel dans une librairie, tout en subissant les regards désapprobateurs de mes propres parents, parce que je n'avais ni mari, ni maison. Je pensais que je pourrais supporter une soirée, juste sourire pendant le dîner, souffler quelques bougies, et faire semblant de remercier pour la carte cadeau que mes parents me donneraient inévitablement, pour un magasin où je ne fais jamais mes achats. Mais ensuite, elle s'est levée. Elle a tapoté son verre avec une fourchette et a dit « Buvons à la plus grande perdante de cette famille ». Les rires ont suivi instantanément, bruyants, comme si tout le monde avait attendu toute la soirée qu'elle le dise. Ma mère a ri le plus fort. Mon père a fait teinter son verre contre le sien. Une de mes tantes, même pas ivre, a dit « C'est tout Lorraine », comme si c'était adorable. Je n'ai pas ri. J'ai attendu qu'il se calme. Puis, j'ai levé mon verre et j'ai dit « Et à celles qui viennent de perdre leur compte de streaming, de course et d'essence ». Silence. Immédiat. Elle a cligné des yeux. Le verre a glissé. Le vin a heurté la table et s'est répandu comme du sang sur la nappe. Ma mère a halté, non pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause du désordre. Mon père avait l'air confus, comme s'il avait besoin d'une seconde pour rattraper son retard. Lorraine, elle, me fixait. Il lui a fallu un instant pour comprendre. Et puis j'ai vu l'impact. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau, et je suis sorti directement par la porte, sans toucher le gâteau que j'avais fait maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto, « Ton Netflix ne marche pas, répare-le, s'il te plaît. » J'ai répondu, « Ce n'est plus mon problème. Tu te débrouilleras. » Elle n'a pas répondu. Mais c'était le début. Le moment où j'ai arrêté d'expliquer, de m'excuser, et de prétendre que cette famille m'avait un jour vu clairement. Lorraine n'a pas envoyé de message le lendemain matin. Pas même un emoji passif-agressif. Rien. Puis, 3 jours plus tard, tu as annulé les livraisons de courses? Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre est arrivé, c'est vraiment dingue. Je n'ai rien dans le frigo, même pas des œufs. C'est quoi ton problème? C'était le genre de moment où,
d'habitude, j'aurais paniqué, je me serais senti coupable, et je me serais précipité pour lui envoyer une carte cadeau ou commander des courses pour arranger les choses. Mais là, j'ai juste éteint mon téléphone et je suis retourné à mon tableur. Le lendemain, elle a appelé 2 fois de suite. Je n'ai décroché aucune des 2 fois. La 3e fois, elle a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais déjà l'imaginer, faisant les 100 pas dans son appartement, un appartement que je l'avais aidé à obtenir, faisant ses exercices de respiration dramatiques, les bras s'agitant dans tous les sens, se parlant à elle-même tout en me traitant de contrôlante, de jalouse, d'amère. Puis est venue la note vocale. Celle-ci, je l'ai écoutée. Elle a commencé calmement, comme si elle donnait une conférence TED, puis elle est partie en vrille. Elle a dit que c'était bas, même pour moi, que je me comportais comme si j'étais meilleur qu'elle juste parce que j'étais à l'aise avec une vie de pauvre. Ces mots, à l'aise pauvre. J'ai ri, fort. Je marchais dans le rayon des fruits et légumes quand je l'ai écouté, et j'ai dû m'arrêter et m'appuyer sur mon chariot. Je lui avais payé son loyer pendant 11 mois. J'avais payé sa facture de gaz. J'avais payé ses courses, ses commandes Amazon, son maquillage, ses vitamines. Une fois, je me suis réveillé à 2 heures du matin pour lui envoyer 60 € parce qu'elle était en pleine crise et qu'elle avait besoin de sushis. Mais maintenant, on m'accusait d'être trop à l'aise avec le fait d'être fauché. Ça n'allait plus passer. Ce soir-là, j'ai ressorti son ancien CV, celui que je lui avais écrit 2 ans auparavant, quand elle avait dit vouloir essayer l'énergie d'entreprise juste une fois. Il contenait son stage inventé, sa vraie moyenne générale augmentée d'1 demi-point, et un faux rôle de consultante créative que nous avions inventé pour qu'il n'ait pas l'air d'être au chômage depuis la fin de ses études. Je l'ai mis à jour, j'ai changé son numéro de téléphone pour une ligne Google Voice que je contrôlais, j'ai mis à jour son email, configuré des alertes, et j'ai postulé à des emplois en son nom, principalement des postes administratifs, de premier échelon, en télétravail uniquement, car je savais qu'elle ne se présenterait nulle part en personne. Je me suis occupé des lettres de motivation. J'ai utilisé un langage qu'elle n'avait jamais utilisé, comme orienté solution et esprit d'équipe. J'ai même utilisé un modèle pour lequel elle s'était moquée de moi, que j'avais sauvegardé dans mes fichiers. En 4 jours, elle avait 3 entretiens de prévus. Je lui ai envoyé un texto, je t'ai réservé 3 entretiens d'embauche. Ils sont à distance. Ils paient. Tu y vas. Elle a répondu presque immédiatement, excuse-moi. Tu as sérieusement fait ça sans me demander? Tu te prends pour qui? Je ne vais pas gaspiller mon énergie à faire un travail administratif ennuyeux pour 18 € de l'heure. Ce n'est pas qui je suis. J'ai répondu, alors, trouve qui tu es sans mon argent. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a envoyé un texto, tu sais que Lorraine essaie. Peut-être ne sois pas si dure. Elle n'est pas bâtie comme toi. Tu es la forte. Et voilà, encore une fois, pas bâtie comme moi. Comme si être responsable était une bizarrerie génétique, et non pas des années à maintenir ma propre vie et la sienne avec du ruban adhésif et de la dignité. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé à Lorraine les invitations de calendrier et les informations de connexion. Puis je suis allé me coucher. Elle n'a répondu à aucun de mes messages le lendemain. Elle ne s'est pas présentée au premier entretien. J'ai cru que c'était fini. Mais le dimanche soir, juste avant minuit, elle a texté, bon. J'en sais rien. Elle s'est présentée en sweat à capuche et créole, et m'a appelé après pour se vanter qu'ils avaient adoré son énergie et qu'elle était une bouffée d'air frais. J'ai demandé, tu as eu le poste? Elle a dit, évidemment. Ils ont pratiquement supplié. C'était un poste d'assistante à distance pour une start-up au Colorado. Gestion de calendrier, tri de mails, réponse aux tickets de service client. 17 € de l'heure, 20 heures par semaine. Pas grand-chose, mais quelque chose. Je pensais que ça durerait une semaine, mais ensuite, elle a commencé à travailler, vraiment travailler. Elle se levait avant midi, envoyait des emails, m'appelait moins, et publiait moins de diatribes spirituelles. Une fois, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas faire de fast time parce qu'elle devait finir un rapport. Je n'ai rien dit, mais ça m'a choqué. Et nos parents, ils ont agi comme si elle venait de gagner un Oscar. Ma mère a appelé et a dit qu'elle était fière de Lorraine d'avoir pris des mesures. Mon père a dit qu'elle avait juste besoin de temps pour trouver son truc. Tout le monde ne trouve pas sa voie aussi vite que toi. Vite?
Il m'a fallu 8 ans pour atteindre une stabilité précaire. Je n'avais pas d'assurance maladie, pas de plan de secours, et je passais encore des nuits à me demander si un seul chèque en retard me ferait couler. Mais bien sûr, pour moi, c'était facile. J'ai commencé à me demander si peut-être, juste peut-être, c'était un tournant. Peut-être que Lorraine voyait enfin le monde réel et décidait qu'elle en voulait une part. C'était la première fois depuis des années que je m'autorisais à penser qu'elle changeait peut-être, que cette fois-ci serait peut-être différente. Mais j'aurais dû mieux savoir. Pendant un moment, je me suis laissé y croire. Lorraine travaillait, vraiment. Elle a commencé à utiliser des mots comme bloc de calendrier et protocole de suivi. Je l'ai appelée une fois à midi, et elle m'a chuchoté qu'elle était en réunion, une vraie réunion, avec la caméra allumée. Je m'attendais à moitié à une blague, mais non, elle partageait son écran et tout. C'était comme voir une personne différente. Elle a arrêté de me taguer dans des mèmes d'astrologie stupide, sur la façon dont les scorpions sont destinés à être vénérés. Elle ne m'appelait plus pour exiger du lait d'avoine à 22 heures. Elle ne disait plus qu'elle était trop sensible pour le monde du travail. Elle travaillait, tout simplement. À un moment donné, elle m'a dit que son patron l'avait qualifiée de étonnamment fiable. Elle détestait le mot étonnamment, mais je lui ai dit de prendre ça comme une victoire. Elle a ri et a dit, ne t'habitue pas à ce que je sois si ennuyeuse. Mais je pouvais l'entendre dans sa voix. Une partie d'elle aimait la stabilité, même si elle ne voulait pas encore l'admettre. Elle payait ses propres courses, achetait son propre shampoing, et a remplacé le faux sac de créateur qu'elle m'avait supplié de lui acheter par un sac fourre-tout neutre et bon marché, qui avait l'air bien plus professionnel. Elle a même commencé à tenir un tableur de ses dépenses sa propre version, avec des émojis dans les étiquettes. Mais quand même, je regardais tout ça se dérouler, comme quelqu'un qui voit son rêve le plus fou se réaliser avec prudence. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à l'impact chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone. Puis est venu le message qui m'a presque fait pleurer, je comprends pourquoi tu étais en colère. J'ai vraiment tout gâché. J'essaie, Nancy. Je te le jure. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé fixement pendant près de 10 minutes. Une partie de moi voulait l'appeler. Une autre partie ne lui faisait pas confiance. Mais j'ai répondu, essayez, c'est tout ce que j'ai toujours voulu que tu fasses. Après ça, les choses sont devenues bizarres d'une manière différente, une sorte de bizarrerie agréable. Elle a commencé à me consulter avant de demander conseil, n'assumant plus automatiquement que j'arrangerais tout. Elle a commencé à proposer son aide, de petites choses comme relire mon CV quand je postulais pour un contrat, ou m'envoyer un mème drôle quand elle savait que j'avais eu une mauvaise journée. Ce n'était pas dramatique. C'était juste humain. Elle a même fait pleurer notre mère une fois, pas à cause d'un drame, mais parce qu'elle a dit merci pendant le dîner. Un vrai merci. Ma mère a carrément posé sa main sur son cœur, comme si elle vivait une expérience spirituelle. Notre père a dit qu'il était fier d'elle de prendre la vie par les cornes, ce qui était une chose ridicule à dire, mais peu importe. C'était ce qu'il s'était approché le plus d'un compliment pour l'une de nous deux en public. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui étais analysé, critiqué, ou moqué. J'ai commencé à penser à l'avenir, me disant qu'elle continuerait peut-être sur cette lancée. Peut-être qu'elle construirait quelque chose de réel. Peut-être que nous pourrions avoir une relation qui ne soit pas basée sur la culpabilité et le ressentiment. J'étais tellement habitué au chaos que l'absence de celui-ci me semblait étrange. Puis, elle a eu une augmentation. C'était peu, 2 $ de l'heure, mais elle m'a envoyé un texto avec 14 points d'exclamation, puis a appelé pour dire « Je crois que je suis officiellement dans les 1% maintenant ». Je lui ai dit que j'étais fier d'elle, et je le pensais. Les semaines suivantes ont été les plus calmes que nous ayons eues depuis des années. Pas de disputes, pas de drame d'argent, pas de commentaires accidentels sur le fait que je devrais faire plus de ma vie. Elle est même venue un dimanche et a apporté le dessert, payé avec sa propre carte. Elle s'est assise sur mon canapé, a enlevé ses chaussures, et a parlé de vouloir reprendre des études à temps partiel. J'ai dit, ce serait génial. Elle a dit qu'elle voulait étudier la psychologie. Je n'ai pas ri, car un instant, j'y ai cru. J'ai cru que le cycle était enfin brisé. J'ai baissé ma garde. Je me suis laissé respirer. Et au fond de moi, j'ai commencé à l'encourager. Mais c'était mon erreur. Parce que le truc avec les gens comme Lorraine, c'est que dès qu'ils goûtent à un peu de structure, ils se persuadent qu'ils l'ont inventé.
Et dès que ça commence à sembler réel, ils mettent le feu, juste pour prouver qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Tout s'est effondré un mardi. Pas une crise dramatique un vendredi soir. Pas une dispute à un dîner de famille. Juste un mardi, calme, gris, le genre de jour où rien d'important n'est censé se produire. J'étais en pleine préparation d'un appel client quand Lorraine m'a envoyé un mémo vocal, « Je démissionne ». J'ai déjà envoyé l'email. La liberté, enfin. Je ne peux même pas expliquer le soulagement. Pas d'avertissement, pas de montée en puissance, juste ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai réécouté, comme si j'avais mal entendu, mais non, elle avait vraiment démissionné. Le travail qui, selon elle, avait changé sa vie. Le travail qui lui avait acheté son indépendance, son agenda, ses courses. Disparu. J'ai appelé. Elle a répondu instantanément, comme si elle attendait. Surprise? Pourquoi? Elle a dit, j'en avais marre de faire semblant. Toute cette énergie de calendrier et de clients, ce n'est pas moi. J'ai fait semblant, Nancy. Je ne suis pas faite pour travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu étais douée pour ça. Elle a répondu, exactement. C'est ça, le piège. Je deviens doué, puis je suis coincé. Et être doué pour quelque chose ne veut pas dire qu'on est fait pour le faire. Cette phrase m'a littéralement fait m'asseoir. Elle a dit qu'elle allait lancer quelque chose à elle. J'ai demandé quoi? Elle a dit qu'elle ne savait pas encore, mais qu'elle avait des visions. Tu as des économies, a-t-elle ajouté. Tu pourrais m'aider à lancer quelque chose. Juste 2000 € par mois. Ce n'est rien pour toi maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je crois que j'ai fait un bruit. Pas un mot, juste un son. Elle a continué. Tu as toujours voulu que je fasse quelque chose de concret. Eh bien, voilà. J'ai juste besoin d'espace pour trouver ma voie. Pense-y comme un investissement commercial. Ou comme un arriéré de salaire émotionnel. Un arriéré de salaire émotionnel. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait jamais changé. Elle n'avait pas vu ce travail comme un pas en avant, elle l'avait vu comme un costume temporaire, quelque chose à porter jusqu'à ce que les gens applaudissent. Et maintenant que les gens avaient applaudi, elle voulait partir, voulait être célébrée pour son départ, voulait être à nouveau payée par moi. L'appel s'est terminé quand j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas de colère, d'épuisement. Un épuisement dont je ne soupçonnais même pas l'existence en moi jusqu'à ce moment. J'ai commencé à écrire une liste de tout ce que j'avais payé au cours de l'année écoulée. Je me suis arrêté après la 2e page. Je ne pouvais même pas la finir. Elle a de nouveau envoyé un message le lendemain matin, tu as réfléchi aux 2000 €? Juste pour commencer. Je t'enverrai une proposition si tu veux que ce soit formel. Une proposition? Comme si c'était une réunion de présentation. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement à son appartement. Quand elle a ouvert la porte, elle a eu l'air surprise de me voir, comme si c'était un jour ordinaire. Elle avait des cristaux sur la table basse et de l'encens qui brûlait. Elle portait un de mes vieux sweatshirts. Elle m'a offert du thé. Je ne me suis pas assise. J'ai dit tout ce que j'avais gardé pour moi pendant des années, l'argent, le manque de respect, la façon dont nos parents ne l'avaient jamais tenu pour responsable, la façon dont elle avait transformé mon soutien en une blague, la façon dont elle me faisait sentir que la stabilité était quelque chose dont on devait se moquer. J'ai dit que j'en avais fini. Pas avec son travail ou son attitude, mais avec elle, avec le rôle dans lequel j'avais été forcé. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle m'a juste regardé comme si c'était moi qui surréagissais. Puis elle a dit, très bien. Si c'est comme ça, ne reviens pas en courant quand je serai célèbre. Je lui ai dit que je ne le ferai pas. Je suis sorti, et cette fois, je le pensais. Le lendemain, j'ai appelé notre mère. Je lui ai dit que je n'allais plus parler de Lorraine. Je n'allais pas la financer, la cautionner, ou l'expliquer. Je lui ai dit que s'il voulait continuer à prétendre que Lorraine était un génie incompris, il pouvait le faire sans moi. Ma mère est restée silencieuse. Puis elle a dit, j'espère que tu ne le regretteras pas. J'ai dit, j'ai regretté chaque minute où j'ai laissé faire. C'est fini maintenant. Et c'est ce jour-là que j'ai cessé d'essayer de la sauver. Mais ce n'était pas la fin. Parce que ce qui s'est passé après, même moi, je ne l'avais pas vu venir. 2 semaines.
C'est le temps qu'a duré le silence. Pas un seul mot de Lorraine. Même pas une fausse excuse ou un mémo vocal dramatique. Mes parents n'ont pas non plus cherché à me joindre, ce qui ne m'a pas surprise. J'ai supposé qu'ils serraient les rangs, lui trouvant des excuses, se convainquant peut-être même que j'étais allé trop loin. Je les imaginais, assis autour de la table de la cuisine, disant des choses comme « Nancy a toujours été un peu intense, et Lorraine a juste besoin de soutien en ce moment. » Mais ensuite, Shelby a appelé. Elle m'a demandé si j'avais vu la nouvelle publication Instagram de Lorraine. J'ai dit « Non, je l'ai mise en sourdine il y a des semaines. » Shelby a dit « Tu vas vouloir regarder. » Elle est en pleine crise, à la vue de tous. Alors, j'ai vérifié, et il y avait un long selfie trop filtré de Lorraine, se regardant dans un miroir avec de fausses larmes dessinées à l'aide d'une application, avec la légende « Parfois, il faut s'éloigner des gens qui vous sourient en face tout en écrasant lentement votre esprit. » Certaines blessures portent des masques. La famille peut être la chaîne la plus lourde. Je choisis la paix. Je choisis la liberté. Je me choisis. En dessous, les commentaires affluaient, « Tu es si courageuse. Continue de briller, ma belle. Ta sœur a toujours été jalouse. L'énergie ne ment pas puis je l'ai vue. » Un commentaire d'une fille que je reconnaissais à peine, quelqu'un que nous connaissions toutes les deux au lycée, « Tu mérites mieux. » Je me souviens comment Nancy te traitait. Reste forte. J'ai ressenti quelque chose au fond de ma poitrine. Pas de la rage, quelque chose de plus froid. Une sorte de déconnexion finale. Comme si quelqu'un venait de fermer une porte et de la verrouiller de l'autre côté. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était fatiguée, comme si elle portait quelque chose mais ne voulait pas le nommer. Elle a dit que Lorraine avait réemménagé, qu'elle était épuisée émotionnellement et spirituellement et qu'elle avait juste besoin de se réinitialiser. Se réinitialiser. Encore ce mot. C'était le même mot qu'ils avaient utilisé quand Lorraine avait quitté l'université en 2e année, quand elle avait abandonné sa certification de coach bien-être parce que l'instructrice dégageait une énergie de pénurie, quand elle avait abandonné son dernier emploi et blâmé la structure coloniale du 9 à 5. Se réinitialiser. Ma mère m'a demandé d'être compatissante. Tu sais comment est Lorraine. Elle ne veut pas faire de mal aux gens. Elle panique juste parfois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai sorti un vieux journal. J'ai feuilleté des années d'entrée, des notes que je m'étais écrites après avoir payé son loyer, ses amendes de retard, m'être disputé avec des propriétaires en son nom. Toutes les fois où elle a pleuré, a promis que ce serait différent, puis a disparu jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau besoin de quelque chose. Et puis, 3 nuits plus tard, elle m'a envoyé un texto. Juste 2 mots, je suis désolé. C'est resté là, sur mon écran, comme une mine. Pas d'explication, pas de contexte, pas de réel changement. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, peux-tu m'aider? Juste pour ce mois-ci. 2000 €. J'ai juste besoin d'un peu d'air, s'il te plaît. Elle a suivi avec un mémo vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je savais ce qu'il contenait. Le désespoir déguisé en humilité. Une histoire vague sur à quel point ça a été si difficile dernièrement, et comment elle essaie, vraiment, et comment je devrais juste lui faire confiance une fois de plus. Mais je ne lui faisais pas confiance. Je ne pouvais pas, parce que je savais comment cette histoire se terminait. Je l'avais lue 100 fois, dans des polices différentes. Elle se terminait toujours de la même manière, moi donnant, et elle s'en allant, jusqu'à la prochaine fois où elle aurait besoin d'être sauvée. Alors, j'ai bloqué le numéro. C'était la dernière fois qu'elle me contactait directement. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé un texto. Juste une courte ligne, tu n'étais pas obligé de la couper complètement de ta vie. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas 1000 choses à dire, mais parce que j'en avais fini de dépenser mon énergie à convaincre les gens de voir ce qui était sous leurs yeux. Je pensais que la couper de ma vie ressemblerait à une guerre. Je pensais qu'il y aurait des représailles, des supplications, ou de la culpabilité. Mais au lieu de ça, il n'y a eu que le silence. Le genre de silence qui ressemble à de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas de ce dont elle avait besoin, de ce qu'elle complotait, ou si je serais à nouveau entraîné dans ces histoires. La porte était fermée. Le pont était brûlé. Et je n'allais pas remarcher dans les cendres. Elle voulait que le monde tourne autour d'elle.
Elle voulait du soutien sans effort, de l'argent sans travail, le pardon sans changement. J'en avais fini de donner. Et le calme qui a suivi, il n'était pas vide. C'était la paix. Ce que personne ne vous dit sur le fait de couper les ponts avec quelqu'un, c'est à quel point les suites sont ennuyeuses. Pas paisibles, pas triomphantes. Juste silencieuses, si silencieuses, comme être debout dans une maison après une coupure de courant. On s'attend à ce que quelque chose vienne briser le silence, mais rien ne vient. Des semaines ont passé, puis des mois. Pas de texto, pas d'appel, pas de citation Instagram critique avec des légendes comme « je libère ce qui ne me sert plus ». Elle est restée bloquée, et je n'ai pas vérifié. La curiosité était là au début, je mentirais si je disais le contraire, mais j'ai résisté. C'était comme toucher une plaque chaude juste pour voir si elle brûle encore. La dynamique familiale a changé, subtilement au début. J'ai cessé de me rendre aux petites choses, les dîners d'anniversaire, les visites du dimanche, les trucs auxquels j'assistais par obligation, par culpabilité. Ma mère continuait d'envoyer des invitations comme si de rien n'était. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Un jour, Shelby m'a envoyé une photo. Lorraine, à l'arrière-plan d'un barbecue familial, assise à l'écart avec une cigarette et des écouteurs, portant un t-shirt que je lui avais acheté il y a 2 ans. Ses cheveux étaient en désordre, son visage avait l'air fatigué pas triste, juste vide, détaché. Shelby a ajouté, elle n'a presque parlé à personne, elle est restée assise là à faire défiler son téléphone et à vapoter. Notre oncle a essayé de lui parler et elle lui a dit qu'elle faisait un jeûne mental. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'ai pas demandé. D'après ce que j'ai pu reconstituer, principalement grâce à Shelby et à quelques cousins, Lorraine n'a jamais trouvé un autre travail. Elle disait que le capitalisme était mort et qu'elle travaillait sur du contenu, mais personne n'a jamais rien vu de posté. Elle parlait beaucoup de lancer un podcast, ou un cours, ou une marque. Elle a lancé un Patreon mais n'a jamais rien mis en ligne. Quelques personnes se sont abonnées par pitié. Ça n'a pas duré. Elle est restée chez mes parents. Ils ont tous les 3 prétendu que c'était temporaire. Ce ne l'était pas. J'ai entendu dire que mon père lui avait acheté un nouvel ordinateur portable. Ma mère a commencé à parler de sa saison créative comme si c'était une tempête qu'ils attendaient tous de voir passer. Il la laissait dormir tard, manquer des rendez-vous, et sauter des événements familiaux. Il disait qu'elle guérissait. Il disait qu'elle se cherchait. Mais la vérité, c'est qu'elle a cessé d'essayer. Et quand personne ne l'a forcée à se lever, elle ne l'a tout simplement pas fait. Elle a eu 21 ans cet automne-là. Pas de fête, pas de projet, juste un dîner à la maison. Ma mère a posté une photo d'elle soufflant des bougies, les yeux mi-clos, portant le même sweat à capuche qu'elle mettait pour venir à mon appartement quand elle voulait de l'argent. La légende disait, notre fille. Si sage, si pleine de lumière. Lumière. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Pas par colère, ni même par ressentiment. Juste une étrange sorte d'incrédulité. Pas qu'elle est finie là, mais que j'ai un jour cru qu'elle ne le ferait pas. Je pense encore à elle parfois. Pas souvent, et jamais d'une manière qui me donne envie de décrocher le téléphone. Je pense au nombre de fois où je l'ai renflouée, au nombre d'excuses que j'ai inventées en son nom, au nombre de fois où je me suis effacé, me faisant petite et silencieuse, juste pour maintenir la paix. Et pourquoi faire? Elle vit dans la même chambre où elle a grandi, la porte toujours fermée. Elle emprunte la voiture de ma mère quand elle veut trouver l'inspiration et utilise la carte de crédit de mon père pour DoorDash. Elle poste une fois par mois maintenant, généralement un coucher de soleil flou ou un journal couvert d'autocollants, avec des légendes comme « nouveau chapitre en cours de chargement ». Mais il n'y a pas de nouveau chapitre. Juste la même page blanche, encore et encore, qui attend que quelqu'un d'autre y écrive quelque chose. Et moi? J'ai tourné la page. J'ai trouvé un meilleur travail, j'ai acheté une voiture, et j'ai commencé à dire non sans sourciller. J'ai arrêté de m'excuser d'être celle qui tenait le coup, d'avoir des limites, d'être partie. Et de temps en temps, quand je vois un texto de quelqu'un de nouveau demandant une faveur, ou un membre de la famille me disant que Lorraine a toujours des difficultés, je secoue simplement la tête, parce que la vérité, c'est qu'elle n'était pas la seule à avoir besoin de se réinitialiser. Moi aussi.